Bonjour Jean-Pierre Binet. Alors, je suis heureux de vous retrouver depuis la semaine dernière parce qu'on avait commencé cette interview qui a été un peu écourtée à cause de problèmes techniques. Alors, j'avais enregistré une première partie où vous étiez présenté. On avait présenté un petit peu votre parcours. Alors, pour nos auditeurs, vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, mais aussi artiste, passionné de musique et auteur de nombreux livres, dont des livres de vulgarisation, mais aussi des livres qui traitent de différents sujets, de la poésie, de la musique. Et en particulier, un livre qui m'avait marqué, c'était Du piano aux étoiles. Alors, c'était une biographie sous l'aspect un peu de l'artiste. Alors, moi, j'avais beaucoup aimé ce livre. Et j'aimerais dédier cette interview à Tony, c'était mon prof de piano. Alors, j'ai commencé le piano quand j'avais 5 ans et j'ai appris malheureusement aujourd'hui son décès. Donc, voilà. Donc, ça sera à Tony. Hein. Alors, on parlera d'accord. de musique, mais aussi de science. Alors, j'avais décidé d'intituler cette mini-conférence L'univers comme une partition. Alors, on avait évoqué votre goût pour la musique, bien sûr, vos rencontres marquantes avec certaines figures de la musique qui vous ont aussi marqué. Et donc, j'ai préparé quelques questions qui sont à la fois quelque chose de très pluridisciplinaire. Alors, on va essayer ce pari un petit peu incroyable de relier à la fois la musique, l'art, les mathématiques, bien sûr l'astrophysique hein, et peut-être la géométrie et l'esthétisme. Voilà, pour un peu situer le contexte. Voilà. D'accord, alors, allons-y. Voilà, oui. Alors, première question, Jean-Pierre, si vous voulez bien. Alors, vous parlez souvent d'une imagination géométrique, alors qui est commune à la fois aux arts et aux sciences. Alors, pouvez-vous donner un exemple concret où une intuition esthétique a donné une avancée scientifique? Oui, alors, bon, d'abord, je rappelle que le mot cosmos, étymologiquement, désigne l'esthétique et la beauté, hein, lorsqu'il il a été utilisé par Homère, Hésiode dans l'Antiquité grecque. Le mot cosmos désignait la beauté, hein, ça peut être la beauté d'une femme, un poème bien tourné, un beau guerrier. Et c'est un petit peu la démarche, ce qu'on appelle la naissance de la science, en tout cas en Occident, qui considère que l'univers lui-même, le cosmos, doit être bien organisé, doit être beau, donc obéir à des lois. Et ça commence avec l'école pythagoricienne, puis après on a Platon, Aristote, etc. Donc un petit peu, cette idée d'esthétique du cosmos s'est inscrite même dans l'étymologie du mot, effectivement, cosmos. Hein, voilà. Alors maintenant, oui, votre question plus spécifique, donner des exemples. Alors, il est clair que la science et quelques avancées scientifiques ont nettement influencé un grand nombre de productions artistiques, un petit peu dans tous les domaines. C'est bien dans le domaine de l'artistique, de l'architecture, de la sculpture, de la musique, de la poésie, la littérature, etc. Donc j'ai beaucoup écrit sur tous ces sujets-là. L'inverse est moins évident. Il y a effectivement quelques intuitions artistiques qui ont trouvé une résonance dans des recherches scientifiques, mais sans les susciter. Je prends un exemple, donc, parce qu'il y a une actualité actuellement littéraire. Là, il y a l'ouvrage étonnant que Edgar Poe, le grand écrivain et poète américain, a publié juste avant de mourir, qui s'appelle Eureka, où c'est une sorte d'essai sur sa vision cosmique, à la fois une vision un peu mystique, spirituelle, mais étayée aussi par les connaissances scientifiques, astronomiques de son époque. Et dans ce texte absolument étonnant, qui sur le moment n'a pas du tout été compris et qui ne sera redécouvert que beaucoup plus tard, au XXe siècle, notamment par Paul Valéry, on y trouve effectivement des intuitions extraordinaires sur ce qu'on appellera plus tard le Big Bang et tout un ensemble de choses. Donc, ça montre bien que l'intuition de l'artiste, effectivement, peut toucher à certains éléments de l'univers que la science redécouvre indépendamment. Maintenant, votre question plus spécifique, y a-t-il eu quelque part une innovation artistique qui a déclenché carrément, effectivement, alors, il y a
un exemple qui me vient à l'esprit, parce que je répète, il n'y en a pas beaucoup, à ce que je sache, c'est les estampes du fameux graveur néerlandais Maurits Cornelius Escher. Alors tout le monde, j'imagine, a vu une fois les gravures de Escher, celui qui fait un peu des figures impossibles, hein, des escaliers qui montent et qui descendent, tout un ensemble de choses. Donc Escher était fasciné par la géométrie en général, les illusions d'optique, tout un ensemble de choses. D'ailleurs, une bonne partie de ma petite production graphique, moi, à travers mes dessins en langue d'Indochine, mes lithographies que j'ai exposées, est effectivement assez fortement influencée par Escher. Alors, il se trouve que Escher, alors il déclarait qu'il ne connaissait rien en maths, mais il lisait des articles de temps en temps de vulgarisation. Et dans les années 50, il lit un article de vulgarisation sur ce qu'on appelle les tessellations. Alors ce terme compliqué, qu'est-ce que ça veut dire? Tessellation, en fait, c'est un terme technique pour parler des pavages, c'est-à-dire des mosaïques. Et alors, en fait, donc, il a lu un article de vulgarisation écrit par un mathématicien hongrois qui s'appelle Pólia, qui expliquait qu'en fait, il existe, pour faire un pavage du plan, la surface la plus simple de dimension, le plan sans courbure, etc., à partir d'une cellule initiale avec une certaine forme géométrique, eh bien, il n'y avait que 17 façons de faire des pavages du plan. Voilà. Bon, voilà. Alors c'était un petit peu technique parce que ça faisait appel à des groupes de symétrie un peu particuliers, combinant des rotations, des translations, des effets de miroir, etc., etc. Donc, c'est une classification relevant vraiment de recherches mathématiques, relevant donc de ce qu'on appelle la topologie. Bon, alors Escher est fasciné par ça et il décide de faire 17 estampes, 17 gravures, chacune correspondant à l'un de ces groupes de symétrie décrits par Pólia. Où il imbrique, vous savez, les mosaïques de Escher. Oui, Il prend un peu le contre-pied de l'art islamique qui fait beaucoup de mosaïques, mais avec l'interdiction de exactement. représenter des figures humaines ou des figures animales. Ce sont des figures. Et lui, effectivement, il prend un peu le contre-pied et il prend comme cellule des images, des lézards, des ourons, ce genre de choses, qu'il imbrique, ce genre de choses. Voilà. Mais donc, bref. Donc, il fait ces 17, voilà, 17 pavages. Sauf que il rajoute quelque chose qui n'était pas décrit dans l'article de mathématiques. Il rajoute 3 couleurs, avec donc la contrainte que dans le pavage, les couleurs ne devaient pas se. Enfin, les couleurs devaient. C'est un petit peu comme le problème du coloriage des cartes de géographie. Vous avez des pays ou des provinces, vous prenez 3 couleurs et il ne faut pas qu'il y ait des couleurs adjacentes. Il ne faut pas que les couleurs se trouvent. C'est aussi un problème de topologie où il faut distribuer les couleurs. Donc ça veut dire qu'il a rajouté une contrainte supplémentaire qui est la contrainte du coloriage. Eh bien, figurez-vous. Et donc il a fait effectivement ces 17 gravures extraordinaires que l'on trouve facilement sur le web. D'ailleurs, si on fait une petite recherche, ces 17 pavages du plan. Et c'est là où ça a suscité, parce qu'il était en correspondance avec des mathématiciens. Alors, c'est très connu qu'il était en correspondance avec Roger Penrose autour des fameuses figures impossibles, mais aussi il était en correspondance avec un autre mathématicien très connu à l'époque qui s'appelle Coxeter, qui est un grand spécialiste de la théorie des groupes, également mathématicien britannique. Eh bien, le mathématicien britannique, voyant les réalisations de Escher sur les 17 pavages colorés, il a créé une nouvelle, il a généralisé la théorie des groupes qu'il avait, ce qu'elle appelle les groupes de symétrie colorée. Et il a écrit un livre entier sur les groupes de symétrie colorée. Donc ça a suscité effectivement une nouveauté mathématique, simplement effectivement l'imagination et le génie d'un artiste. Voilà, donc c'est un exemple très précis sur historiquement comment effectivement une œuvre d'art a pu susciter et déclencher une avancée voilà, dans le domaine des sciences. Là, c'est les mathématiques. Voilà. Mais encore une fois, je pense que c'est assez rare. Je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent directement à l'esprit. Même si, je le répète, on va trouver beaucoup d'œuvres artistiques, notamment dans le domaine littéraire, le domaine poétique, parce que j'ai beaucoup écrit là-dessus, également qui ont des sortes d'intuitions, des intuitions sur la nature du monde qui nous entoure, sur l'univers, que la science retrouvera plus tard, mais par d'autres moyens. Donc ça n'a pas suscité directement des progrès scientifiques, mais ça montre bien à quel point l'imagination
créatrice de l'artiste, finalement, utilise un petit peu les mêmes registres mentaux que l'imagination créatrice du scientifique. Parce que, je veux dire, quand on invente, quand un scientifique créatif, qui fait de la physique théorique, par exemple, ou des mathématiques, etc., il invente de nouvelles choses. Il fait pas de mesure, ça sort de son imagination, de son imaginaire. Ben, il fait appel effectivement à des registres mentaux, créatifs, qui sont semblables au registre créatif de l'artiste. C'est pour ça que parfois on trouve effectivement ce genre de correspondance entre ces formes d'imagination créatrice. En tout cas, c'est passionnant. Alors, quand je fais une interview, je mets toujours, en fait, je crée toujours un article ensuite pour illustrer un peu l'entrevue. Donc, je couperai les gravures dans l'interview. Oui, d'accord. Oui, oui. Alors, j'ai tout un dans l'un de mes livres qui s'appelle Illumination, sous-titré Cosmos et esthétique. On est en plein dans le sujet. Hein. Voilà. Je l'ai publié il y a quelques années chez Odile Jacob. Vous ne l'avez probablement pas. J'ai publié trop de livres. Tous ne peuvent pas être lus. J'ai un chapitre entier qui est consacré à ça. Avec en plus des reproductions de quelques-unes des gravures de Escher et les explications que je viens de vous donner. Hein. On mettra les références, en tout cas, je reprendrai les références, on les mettra dans l'article. Alors ensuite, justement, le fait de vouloir inclure aussi la science dans l'art, on a par exemple cette question que j'aimerais vous poser, en fait, alors de Grisey à Parra. Alors on va rappeler qui sont Grisey et Parra. Alors Gérard Grisey, alors c'est un compositeur français, alors c'était une figure majeure de la musique contemporaine. C'est aussi le cofondateur du groupe du Grand Spectral. Oui, tout à fait, oui. Oui. Et donc Hector Parra, c'est, on va dire, un élève indirect de Grisey. Hein. Hector Parra, lui qui est plus jeune, il a 2 ans de moins que moi, apparemment, en 1976. Voilà quoi. Alors on peut voir que dans ces travaux-là, on essaye de relier la musique, les mathématiques et les phénomènes naturels. Et moi, ce que j'aimerais aussi vous demander, c'est que, alors, comment passe-t-on d'une équation d'Einstein à une texture orchestrale? Alors, où l'univers peut-il, pour vous, être une partition ou une improvisation? Oui, alors, bon. Oh, je choisirais plutôt le mot partition, mais après, bon, il faut voir. Alors bon, au sujet de l'incorporation d'éléments scientifiques de différentes disciplines effectuées dans les œuvres d'art, c'est un vieux sujet. Juste avant de parler plus spécifiquement effectivement de la musique spectrale et autres, etc., je vais quand même donner un exemple parce que j'ai mis récemment un petit billet sur Facebook à ce sujet-là. C'est à l'époque de Galilée, donc c'est avant Einstein, hein, avant de parler des équations d'Einstein, on parle de Galilée. Galilée, donc, comme vous le savez, pointe pour la première fois une lunette vers le ciel. Il observe des choses, évidemment, que l'œil humain n'avait pas encore revues. Et notamment, il observe la Lune. Il fait des dessins de la Lune, des dessins à la main, d'après ce qui va au télescope, où on voit cette fois-ci le relief de la Lune. Et alors, on voit un croissant de Lune, notamment dans un de ses dessins, qu'il publie en 1610 dans son célèbre ouvrage Sidereus Nuntius, traduit, qui veut dire en fait le messager céleste. Quels sont les messages que nous envoient les astres à travers les lunettes télescopiques. Et donc, il y a effectivement l'image d'un croissant de Lune avec la frontière entre l'ombre et la lumière qu'on appelle le terminateur. Alors, c'est pas Terminator, c'est qui est découpé, voilà, parce que s'il est découpé, ça montre que la lutte n'est pas parfaitement lisse comme on le pensait avec Aristote, mais qu'elle avait du relief. Donc, c'est une image, effectivement, qui remet en cause, avec aussi les satellites de Jupiter tout ensemble, qui nous remet en cause, effectivement, la doctrine astronomique de l'époque. Eh bien, en fait, Galilée, à la fois de part de tradition familiale, parce qu'il faut savoir que le père de Galilée, qui s'appelait Vincenzo Galilei, c'était un grand musicien et musicologue, joueur de luth, etc., etc. Il était en communication, on est aussi dans la musique là déjà à cette époque-là, il était en communication avec les compositeurs de son époque, et d'ailleurs, un de ces traités du père de Galilée influencera Monteverdi, qui va quand même écrire le premier grand opéra de l'histoire avec l'Orfeo. Donc on voit déjà ces liens entre astronomie et musique de cette époque. Et donc, parmi les correspondants de Galilée, il y a un artiste qui s'appelle Ludovico Cigoli,
Et on lui commandite, en 1612, on lui commandite une grande fresque pour représenter l'Assomption de la Vierge. Voilà. Alors c'est un sujet traditionnel, l'Assomption de la Vierge, c'est longuement traité, hein, au cours des siècles par les différents peintres, et il est souvent de tradition de représenter la Vierge en train de monter au ciel, les pieds posés sur une lune. Alors pourquoi? Eh bien parce que la Lune, dans la conception aristotélicienne, c'est le symbole de la pureté, de la perfection, puisqu'on croit que la Lune n'est pas d'origine terrestre, que c'est le début du ciel. Hein. Et donc, pour montrer, symboliser la pureté de la Vierge, on la place sur une Lune parfaitement ronde. Et qu'est-ce que fait Cigoli? Eh bien, on trouve également les images sur Internet assez facilement. Il peint, en fait, c'est une fresque, une grande fresque qui se trouve en Italie, dans une église en Italie. Il peint la Vierge sur une lune et il prend exactement le dessin de Galilée. C'est plus la lune parfaite, et donc c'est effectivement une incidence directe d'une découverte astronomique qui est incorporée dans une œuvre d'art pour transporter un autre message que Cigoli n'aura pas le temps de développer parce qu'il va mourir quelques mois après avoir fini cette fresque. Voilà. Donc il y a de très nombreux exemples comme ça dans l'histoire, dans les histoires parallèles entre les arts de toute nature et la science. Alors maintenant, oui, voilà. Donc on en revient maintenant effectivement à la musique spectrale. Alors comment transposer? En fait, il ne s'agit pas de transposer. Alors, les cas de Gérard Griset que vous avez cités et de Hector Parra sont quand même assez différents. Avec les deux, j'ai eu deux collaborations absolument extraordinaires et très amicales en plus, qui malheureusement pour Gérard Griset s'est brutalement interrompu avec sa mort subite à l'âge de 50 ans. Voilà, bon. Mais c'était quand même de nature très différente. Pour la collaboration avec Gérard Griset, c'est en fait l'incorporation dans une œuvre musicale écrite pour percussion de signaux astronomiques captés par des radiotélescopes et provenant d'étoiles en rotation, d'étoiles mortes en rotation, qu'on appelle des pulsars. Voilà. En fait, les pulsars sont des résidus d'explosion d'étoiles massives et qui ont laissé un résidu central qui tourbillonne à grande vitesse, ce qu'on appelle ça une étoile à neutrons, c'est un objet très, très compact, qui tourne à très grande vitesse, et en émettant avec un champ magnétique très puissant, un faisceau radio très focalisé, un peu comme un phare. Et comme ça tourne, le phare, le faisceau balaye l'espace, et quand ça passe dans la ligne de visée d'un radiotélescope sur Terre, on détecte juste le passage du faisceau sous forme d'un signal radio. Et ce qu'il y a, c'est que ces pulsars sont de véritables horloges astronomiques incroyablement précises, parce que ils ont une vitesse de rotation extrêmement stable au cours du temps. Et donc, quand on reçoit les signaux radio de ces pulsars, on a des temps d'arrivée incroyablement précis. Alors, donc, ce sont cette sorte donc, de métronomes cosmiques ultra précis. Alors, évidemment, quand on parle de métronome, on parle de la musique, ce n'est pas des sons qu'ils émettent, ce sont des ondes de radio. Hein. Sauf que un radiotélescope, on peut convertir les ondes radio qui sont reçues en un signal électrique, variable au cours du temps, et si on amplifie le signal, on le fait passer dans la bande acoustique, et cette fois-ci, on entend la correspondance effectivement auditive du rythme de rotation des pulsars. Et donc, Gérard Griset, lorsqu'il était professeur de composition à l'université de Berkeley, aux États-Unis, à la fin des années 80, avait entendu une cassette que les radioastronomes s'amusaient à faire sur certains de ces signaux astronomiques, notamment avec les pulsars. Il avait été fasciné et il s'était dit, comme beaucoup d'artistes l'ont fait, par exemple comme Picasso l'avait fait avec une scène de et il me dit donc, qu'est-ce que je peux en faire de façon artistique. C'est là où il m'avait en fait écrit une lettre à l'époque, parce qu'il prévoyait de revenir en France, parce qu'il venait d'être nommé professeur de composition au Conservatoire de Paris, et sans savoir du tout que j'étais mélomane, et en plus que je connaissais déjà son œuvre, que j'appréciais, j'avais même un disque vinyle de lui, il m'avait écrit à tout hasard, parce qu'il avait lu de moi un article de vulgarisation dans une encyclopédie où je parlais des pulsars. Voilà. Et c'est comme
ça que notre collaborateur français, moi de mon côté, j'étais absolument enchanté d'être contacté par un compositeur que j'admirais beaucoup, fondateur de la musique spectrale en plus, etc., et pour faire développer une collaboration. Et voilà. Donc, ce qui s'est dit, donc on n'a pas incorporé des équations, on a incorporé des observations. Alors, ça a suscité tout un ensemble de problèmes techniques. Lorsqu'il est arrivé en France, donc on s'est rapidement rencontrés, on a lié des liens d'amitié, puis on a préparé ce travail-là, notamment en allant à l'observatoire, au grand radio, à l'observatoire radioastronomique français, qui est à Nancy, en Sologne. Et donc, on a fait des tests et ça marchait effectivement bien. Et donc, finalement, il a composé. Alors, de son côté, moi, j'ai participé évidemment à l'écriture de la partition, même si je suis musicien mélomane, là, c'est un niveau stratosphérique, ce qu'il écrivait. Et donc, il a écrit une partition extrêmement complexe pour percussion. C'était dédié d'ailleurs aux fameux percussionnistes de Strasbourg, qui sont aussi musiciens extraordinaires, avec des rythmes d'une complexité extrême, fondés sur des catalogues de pulsars que je lui avais fournis, chaque pulsar ayant son propre rythme de rotation, et avec l'idée surtout centrale de cette œuvre-là, qui sera donc écrite en 2 ans et qui s'appellera finalement Le Noir de l'Étoile, une œuvre durant 1 heure, 2 fenêtres au cours desquelles les musiciens humains s'arrêtent de jouer et laissent arriver directement des sons cosmiques, des sortes, d'étoiles invitées, des guest stars. Incroyable. Qui sont les plus ça. Voilà. Donc on a effectivement, et l'œuvre finalement s'appelait Les Noirs de l'Étoile pour 6 percussionnistes et retransmission in situ de signaux astronomiques. Et lors de la création mondiale de l'œuvre, il y a en 1991 à Bruxelles, on avait fait un direct avec effectivement le passage d'un pulsar devant la fenêtre d'observabilité du radiotélescope de Nancy. Magnifique. C'est terrible parce qu'il peut toujours y avoir des petits problèmes techniques au dernier moment, etc. Parce que donc, les signaux qui étaient reçus à la station de radioastronomique de Nancy avaient été après transmis par une ligne sécurisée, par des lignes téléphoniques sécurisées pour que ça arrive dans la salle de concert qui était à Bruxelles. Mais ce qui était intéressant, c'était le rendez-vous. Parce que c'était le rendez-vous, c'était les pulsars qui nous invitaient C'est ça. au concert. Parce que le pulsar ne passait qu'à certains jours de l'année, à une certaine heure de l'année, et ne passait à cause de la rotation de la Terre, il n'était observable que pendant une vingtaine de minutes. Et donc, en fait, c'était le passage des pulsars que nous avions choisi, qui avait un rythme intéressant, parce qu'il avait un peu un rythme, un battement de cœur légèrement accéléré, 84 battements à la minute. Voilà. Et donc, c'est lui qui dictait, c'est ce pulsar-là qui avait dicté le jour et le début, l'heure précise où devait commencer le concert. Parce que dans la partition, c'est prévu que la fenêtre temporelle dédiée au pulsar, elle arrive à un moment très précis. Donc, ça devait démarrer à quelques secondes près le concert. Et donc, c'était cette jolie idée de lier finalement 2 temps, que on considère un peu incompatible, le temps des hommes et le temps des astres. Et puis là, par l'intermédiaire des pulsars, on arrivait à mêler ces 2 temps-là, où c'était les pulsars qui donnaient rendez-vous en fait aux hommes pour se faire écouter. Voilà. Donc il n'y a pas eu d'équation particulière. Oui, mais c'est incroyable quand même. Voilà. Alors en revanche, effectivement, après la collaboration bien plus tard avec Hector Parra, elle est d'une autre nature, même s'il n'y a pas eu d'équation, mais quand même, Hector Parra était un grand lecteur. Alors même Grisé il s'intéressait à l'astronomie, il lisait un peu, mais il n'avait pas d'appétence particulière pour la physique, les mathématiques. En revanche, Hector Parra, dont le père était professeur de physique théorique à l'université de Barcelone, je crois, lui, il dévore des livres de vulgarisation scientifique avec une compréhension incroyable que j'ai jamais rencontrée chez un autre artiste. Alors, je parle pas uniquement de livres de vulgarisation sur l'astrophysique, la cosmologie, mais en biologie pareil, il a vraiment une connaissance incroyable de la science à un niveau certes un peu vulgarisé, mais quand même assez technique. Bref, voilà. Et donc, lui, il avait commencé à... Et donc, il était notamment fasciné par les sciences de l'univers et surtout par les phénomènes les plus bizarres, enfin,
peu contre-intuitif, la relativité générale, la courbure de l'espace-temps, les ondes Trou gravitationnelles, noir, les tons gravitationnels, oui. les trous noirs, les trous de verre, et jusqu'à la théorie des cordes, les dimensions supplémentaires possibles de l'espace, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que dans les années 2010, au début des années 2010, donc c'est bien après effectivement le Noir de l'Étoile, il m'avait contacté quand j'étais à l'Observatoire de Paris pour démarrer cette fois-ci une collaboration avec moi autour d'un scénario qu'il me demandait d'écrire et après construire une œuvre d'après ce scénario. Et ce scénario, c'est une sorte de voyage psychoacoustique dans un trou noir, c'est-à-dire un voyage dans un trou noir, on part de l'espace-temps classique et puis on va plonger, on s'approchait d'un trou noir géant, on commençait à ressentir des effets de distorsion, de courbure de l'espace et du temps, des ondes gravitationnelles. On va plonger dans le trou noir. Comme il est gros, on ne va pas être détruit, on va passer par un trou de verre et on va ressortir dans un autre univers. Voilà, donc ça c'est le scénario purement scientifique. Et après, il y a l'idée de transposer maintenant musicalement. Donc il a écrit une œuvre, il a composé une œuvre absolument extraordinaire qui dure une trentaine de minutes, qui s'appelle Inkscape. Donc elle a été créée en 2019 à Barcelone, après elle a été jouée en France et en Allemagne. Mais alors même si évidemment il y a pas de... Moi je me souviens, on a eu plusieurs évidemment réunions préparatoires pour travailler ensemble. Et bien, il me demandait de lui réexpliquer, à partir notamment de mes livres qu'il dévorait, etc. Il y avait beaucoup de graphiques. Et donc, je lui montrais des simulations numériques, par exemple des ondes gravitationnelles. On a une collision de trous noirs, quel est le signal gravitationnel que l'on obtient? Alors, je lui montrais donc des simulations mathématiques, etc. Et il prenait tout ça en note, il prenait des dessins, parce que c'est aussi un artiste visuel qui dessine très bien. Voilà. Donc, alors, il s'amusait aussi à écrire des petits symboles qui ressemblaient à des équations, mais c'était juste pour alimenter son imaginaire, son imaginaire créatif. Et c'est comme ça qu'effectivement, il a incorporé une partie de cette science, en partie visuelle à travers des graphiques complexes, et il a incorporé ça dans sa construction musicale. Alors évidemment, après, quand on écoute l'œuvre, que l'on peut aussi évidemment écouter sur YouTube. on ne perçoit pas du tout ces choses-là, parce que ce qui compte après tout, c'est le résultat purement auditif. Donc c'est une œuvre écrite pour grand orchestre symphonique, et puis un sous-ensemble instrumental de 18 solistes, et puis en plus une partie également électronique en temps réel qui peut... l'œuvre, elle est absolument sidérante. Mais je répète, effectivement, ce qui compte, c'est le résultat purement artistique et esthétique. Et on n'a pas besoin, pour apprécier l'œuvre, on n'a pas besoin de savoir tout ce qu'il y a derrière. Sauf que, effectivement, quand on sait ce qu'il y a derrière, ça rajoute effectivement un intérêt supplémentaire Exactement. à l'œuvre. Mais il avait même codé, donc Hector m'a raconté, euh, après la première représentation mondiale, où j'étais allé évidemment pour la création mondiale à Barcelone, il m'a dit, je suis sûr que tu t'en es pas aperçu, mais dans tel passage de l'œuvre vers la fin, lorsque symboliquement on est censé ressortir du trou noir et déboucher dans un nouvel univers, j'ai transposé ton idée d'univers dodécaédrique. C'est-à-dire qu'il faisait Ah appel oui, à oui. Topologie cosmique, où j'avais proposé en 2003 un article. Dans Nature, c'est ça? Une publication dans la en Nature. Voilà. On proposait une forme particulière de l'espace, pardon, qui s'appelle l'espace sphérique dodécaédrique de Poincaré, quelque chose quand même assez compliqué à comprendre. Mais lui, Hector Parra, s'était passionné par ça, et il m'a dit, j'ai transposé ça. Mais je lui dis, mais comment tu as fait? Comment tu peux transposer un truc aussi compliqué? Il m'a dit, en fait, sur mes 18 instrumentistes, je les ai partagés avec, en paires de musiciens qui jouent qui joue en symétrie miroir, c'est-à-dire une sorte de symétrie musicale ressemblant aux symétries du dodécaèdre, aux symétries géométriques du dodécaèdre de Poincaré. Mais franchement, il faut qu'ils le disent pour qu'on le sache. Moi-même, j'aurais été évidemment capable Vous l'avez pas vu. de déceler. Voilà. Donc voilà, ce ne sont pas des transpositions directes, c'est vraiment des recréations à partir, effectivement, l'imaginaire artistique, il est nourri par un imaginaire scientifique, encore plus dans le cas d'Hector Parra, encore plus que chez Gérard Gizet. Et à l'arrivée, voilà, ça donne une œuvre
qui peut être dépouillée quand on l'écoute. Après, l'œuvre, elle existe, après, indépendamment de ce qui a présidé à son élaboration. Donc, elle peut être appréciée sans connaître ces éléments-là. Mais en fait, il y a quantité de choses qui sont codées dans l'œuvre. Il y avait même mis, hein, il m'a dit aussi, il a même mis dans l'œuvre un hommage à Gérard Grisier. Même s'il n'est pas complètement issu de la musique spectrale, il a été influencé par la musique spectrale, entre autres. Il a aussi travaillé avec Messiaen, avec Xenakis. Voilà. Et il a mis un passage également dans Inkscape. Et il faut le savoir, il faut savoir où c'est pour s'en rendre compte. Il a mis effectivement un tout petit, une référence, une citation, enfin, du Nord de l'Étoile, c'est-à-dire un rythme de percussion qui intervient à un certain moment. Voilà comment les imaginaires se nourrissent. C'est ça finalement qui est intéressant. Voilà. En tout cas, c'est super, c'est incroyable. Ouais, Enfin, oui. Alors, récemment, il y a un autre compositeur, moins connu, qui s'appelle Gérard Pape. Il est américain, mais il vit en France. Il est installé en France depuis très très longtemps. Il est à la fois compositeur et puis psychanalyste. Alors, je pense qu'il a un peu laissé tomber maintenant son cabinet de psychanalyse, mais donc, il fait surtout de la composition. Donc, il m'a aussi contacté dans les années 2010. Alors, lui, il avait travaillé avec Xenakis, et puis il était très intéressé par la musique spectrale. Et puis, il avait été très impressionné par ma collaboration avec Gérard Griset. Et il rêvait effectivement de démarrer une collaboration avec moi. Alors ça a pris beaucoup de temps et ça a fini par aboutir sur une œuvre absolument étonnante qui a été créée, mais alors de façon assez confidentielle, parce que bon, l'année dernière dans un petit théâtre parisien, ça s'appelle Atomes d'espace et de temps. Et l'idée, alors, c'est cette fois-ci de se transposer une des théories possibles de gravitation quantique, avec laquelle on imagine que la structure même de l'espace-temps, elle est atomisée, c'est-à-dire il y a des grains d'espace et des grains de temps. Et il a fait une grande œuvre qui s'appelle donc Atomes d'espace et de temps, qui est essentiellement une œuvre électronique, avec un ensemble de flûtes. Une œuvre très étonnante, avec donc plusieurs solistes, et puis une partition électronique, souvent en temps réel, et puis avec des récitants, parce qu'il m'avait demandé d'écrire un texte assez long, qui fait partie donc de l'œuvre, avec une partie, alors j'ai mis dans ce texte, j'ai mis une partie poétique et une partie un peu plus technique, un peu plus scientifique, et il y a deux récitants qui alternent effectivement ces deux récits, le récit poétique et le récit scientifique, et voilà, donc un nouvel exemple effectivement de collaboration. Voilà. Comme je le répète, on ne passe pas directement par les équations, mais tout est dans la partition. D'accord, oui. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment fascinant de voir à quel point tout cela s'infuse l'un et l'autre. Et donc, on mettra aussi des extraits de ces œuvres dont on vient de parler dans l'article. Alors, une autre question, qui est un petit peu plus personnelle. En cosmologie, les modes propres, c'est-à-dire du fond diffus de l'univers, alors joue-t-il le rôle de note fondamentale? Ou alors, il faut-il une oreille de musicien pour lire le spectre du ciel? Oui, alors rappelons donc brièvement ce que c'est que le fond diffus cosmologique. Donc, en fait, c'est le moment dans l'histoire de l'univers où l'univers, pour la première fois, est devenu transparent et a laissé échapper la lumière. Parce que si on met le temps zéro au supposé Big Bang, pendant 380 000 ans, les théories cosmologiques, confrontées, supportées à des observations, disent que le très jeune univers, c'était un plasma, c'est-à-dire un gaz extrêmement chaud, un mélange de particules élémentaires et de rayonnement, en expansion, mais tellement chaud et tellement dense que la lumière était prisonnière du plasma, ne pouvait pas se propager. Donc cet univers-là, il est opaque, il était opaque, et il ne sera jamais accessible à nos instruments. En revanche, au bout de 380 000 ans, il y a un processus bien compris qui rend l'univers transparent. Bien. Voilà. Et donc, c'est l'émergence de la lumière, l'équivalent du Fiat Lux. Fiat Lux, oui. Fiat Lux cosmologique. Voilà. Et qui n'est donc pas au temps zéro, loin de là, bien entendu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette première lumière de l'univers, elle voyait dans l'espace et le temps. Et aujourd'hui, avec 13,8 milliards d'années de décalage temporel, on en reçoit le vestige, l'écho refroidi
Et c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Alors qu'il se trouve dans une gamme de rayonnement qui est dans les micro-ondes. Alors c'est une des prédictions incontournables des modèles de Big Bang d'univers chaud primitif. Et ça a été détecté effectivement pour la première fois dans les années 1960. C'est le moment où on a enfin commencé à comprendre que les théories de Big Bang, essentiellement développées par Georges Lemaître, étaient enfin crédibles, parce qu'il y a eu beaucoup de résistance à ces idées-là. Et depuis, donc, on a embarqué des télescopes à micro-ondes dans l'espace et on fait des cartographies d'une précision extraordinaire. Les dernières cartes obtenues il y a une dizaine d'années par un grand télescope européen qui s'appelle le Planck montrent donc la carte du rayonnement fossile. Alors, ça ressemble à quoi? Mais en fait, c'est donc c'est une plongée de 13,8 milliards d'années en arrière donc dans le passé de l'univers, et on voit le jeune univers grumeleux, c'est-à-dire le moment où il émet pour la première fois, il devient transparent. Donc il n'y a pas encore d'étoiles, il n'y a pas encore de galaxies, il n'y a aucune structure astronomique qui existe aujourd'hui. Il y a juste une sorte de soupe de particules mélangées à la lumière et qui est grumeleuse, avec des sortes de grumeaux. Voilà. Et alors donc, alors ça c'est vraiment la pierre de touche, c'est la pierre de touche expérimentale qui va permettre après vraiment d'affiner les paramètres cosmologiques, hein, l'âge de l'univers, sa courbure, toute son histoire, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une découverte absolument capitale de l'histoire de l'astronomie. Alors maintenant, dans beaucoup de recherches que l'on fait sur ce rayonnement fossile, le décodage de rayonnement fossile, c'est un peu comme si on décodait un instrument de musique. Alors pourquoi? Alors j'aime bien, j'ai utilisé souvent l'analogie du jeune univers avec un tambour cosmique. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ce jeune univers, donc le plasma dont je parle, il a été traversé par des ondes. Alors, les ondes électromagnétiques, des ondes gravitationnelles, mais également des ondes acoustiques. Parce que aujourd'hui, évidemment, le son ne se propage pas dans l'espace, il n'y a pas de son. Oui, c'est ça. Mais à l'époque, il y avait un support suffisamment dense pour qu'il y avait des ondes acoustiques qui se propagent. Bon, je dis un peu pour plaisanter, s'il y avait une grande oreille, il y avait eu dans l'univers une grande oreille à cette époque, on Elle aurait l'aurait entendu. le bruit du Big Bang d'une certaine manière. Voilà. Et on a donc des techniques pour analyser justement tous les paramètres de l'univers. On a des techniques qui relèvent de la musique finalement, mais au lieu de l'appliquer à un instrument de musique, on l'applique à l'espace-temps, c'est un peu plus compliqué, voilà, qui consiste à déterminer les modes vibratoires. Alors, le mode vibratoire fondamental, qui va être équivalent en musique de la note fondamentale, et puis les harmoniques. Voilà. Les harmoniques. Une décomposition harmonique. Donc, on a développé des outils mathématiques très sophistiqués qui sont inspirés des modèles mathématiques pour la musique, mais cette fois-ci appliqués à l'espace-temps, donc c'est un peu plus compliqué. Une décomposition harmonique que l'on interprète à partir d'un fossile, c'est-à-dire on cherche des corrélations, la distribution des grumeaux, les corrélations, la façon dont ils sont distribués, leur intensité, un ensemble de choses, et on en déduit l'harmonique fondamentale qui va nous donner une certaine information sur les propriétés de l'univers, et puis des harmoniques d'ordre supérieur. Et aujourd'hui, on est capable d'analyser plusieurs centaines d'harmoniques différentes, de modes vibratoires différents de l'univers, et chaque mode nous apprend quelque chose sur les propriétés du cosmos. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a eu une véritable révolution cosmologique à partir des années 2010, quand on a commencé à avoir ces cartes vraiment fossiles suffisamment précises pour mettre en œuvre ces techniques mathématiques que l'on avait déjà développées en attente de ces observations-là. Et c'est comme ça que l'on peut dire aujourd'hui, l'âge de l'univers, c'est 13,81 milliards d'années, qu'il y a telle proportion de matière lumineuse, de matière noire, d'énergie sombre, quelle est la courbure de l'espace, et également quelle est la forme possible de l'espace. Parce que De l'espace. je reviens à l'analogie avec le tambour cosmique. Alors souvent dans les conférences de vulgarisation, j'en parle, je dis, imaginez un grand tambour, donc, vous mettez du sable dessus, que vous répartissez de manière parfaitement uniforme pour représenter un petit peu les conditions initiales de l'univers, distribution homogène et uniforme de matière et d'énergie. Simplement, après, vous faites vibrer le tambour, l'équivalent d'un Big Bang, si vous voulez. Et donc, en
simplement en faisant vibrer le tambour, ben, le sable va sautiller et il va former des structures. Mais les structures, elles dépendent de plein de choses. Elles dépendent de la manière dont vous avez fait vibrer le tambour, parce que vous pouvez frapper fort dessus, vous pouvez le faire vibrer de côté avec un archer de violon. Donc, tout ça, c'est une sorte de modèle de Big Bang. Et après, ça dépend du tambour. Par exemple, ça dépend de sa courbure. Si le tambour est légèrement bombé ou légèrement incurvé, ou s'il est parfaitement plat. Donc, vous avez un accès à la courbure de l'espace. Vous avez un accès à la constitution du tambour. Parce qu'un tambour, selon qu'il ait fait la membrane, selon si c'est la peau d'un animal, ou si c'est du plastique, ou si c'est du métal, ça ne vibre pas de la même manière. Donc, grâce à ça, on a accès justement à la distribution de matière et d'énergie dans l'univers, pour dire que ça, il y a de la matière noire, de la matière atomique, de la matière non atomique, de l'énergie sombre, ce genre de choses. Et puis, on a accès aussi peut-être à la forme de l'univers. Parce qu'un tambour, un instrument de musique, il est forcément fini. Hein, il n'est pas infini. Donc, Exactement. ça veut dire qu'il y a des modes harmoniques dans un espace infini. Vous avez tous les modes vibratoires possibles. De la même façon, si vous prenez en musique une corde, par exemple, hein, voilà. Si vous avez une corde infinie, vous jouez et vous aurez des harmoniques d'ordre supérieur et des harmoniques d'ordre inférieur. Après, toute corde, forcément, elle est finie. Et donc, vous avez une coupure dans les graves. C'est-à-dire, il y a des harmoniques dans les graves que vous n'entendrez pas, tout simplement parce qu'il ne peut pas y avoir de longueur d'onde de vibratoire plus grande que la taille de la corde. Hein, voilà. Donc, vous avez C'est normal. une coupure dans les graves. Eh bien, figurez-vous que justement en 2003, c'est ça qui avait suscité notre modèle d'espace dodécaédrique de Poincaré auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, publié dans la revue Nature. Les observations commencent à montrer, les corrélations montrent qu'il semblait y avoir une coupure à grande échelle dans la distribution des grains, des grumeaux du rayonnement fossile. Et dans notre article qu'on a publié donc avec mon équipe dans Nature, où on parlait effectivement beaucoup de musique, où on parlait justement de cette analogie musicale, on a fait l'hypothèse que c'était l'équivalent d'une coupure dans les graves. Alors, ce n'était pas des sons, mais c'était des modes vibratoires. Il y a une coupure dans les modes vibratoires de grande longueur d'onde à une échelle à peu près de l'ordre de la taille de l'univers observable. Et on a dit, alors, une des possibilités, c'est qu'on nous visions dans un espace non pas infini, comme la plupart Mais des fini, le croyaient, mais fini, sans bord, hein, sans bord. et avec une taille à peu près comparable à la taille de l'univers observable. Et c'est pour ça que cette coupure. Voilà, donc, et donc en fait, techniquement ces ondes acoustiques s'appellent. Alors c'est un outil extrêmement important. Hein, c'est techniquement un peu compliqué. On appelle ça des oscillations acoustiques de baryon, des BAO. En anglais. Et c'est un outil extraordinaire parce que, donc, je répète, hein, c'est la propagation d'ondes acoustiques faisant intervenir ce qu'on appelle les baryons, hein, c'est les particules ordinaires, les protons, les neutrons, Oui. etc., qui jouent le rôle primordial dans ce jeune univers et qui ont des modes vibratoires de nature acoustique. Et ces modes vibratoires se figent au moment où l'univers devient transparent et ils laissent leur empreinte dans le rayonnement fossile. Donc, c'est en décodant ces oscillations acoustiques de baryons que l'on en remonte aujourd'hui aux propriétés les plus fines du cosmos. D'accord. Il y avait d'ailleurs eu des mesures qui avaient confirmé un peu ça à l'époque au niveau de Planck, je pense. Pardon, je n'ai pas compris la question. Je pense que lorsque vous avez publié votre article en 2003, il y avait eu des mesures qui étaient venues confirmer un petit peu cette hypothèse. Alors, en fait, on a publié cet article, effectivement, en proposant une interprétation théorique de données qui venaient juste d'être délivrées. Et alors, ça a beaucoup changé le statut de ce domaine que j'avais essentiellement développé, qu'on appelle la topologie cosmique, qui pendant 10 ans se traduisait par des articles physico-mathématiques un peu compliqués auxquels les cosmologistes ne comprenaient pas grand-chose. Enfin, oui, là. Mais effectivement, comme là, il y avait un support expérimental possible, ça a déclenché tout un engouement, enfin, dans le milieu de la cosmologie, pour ce genre, effectivement, de théorie sur la forme possible de l'espace. Alors après, notre interprétation
elle n'était pas à sens unique, c'est-à-dire il y avait d'autres explications possibles pour expliquer cette coupure à longueur d'onde, et donc il s'agissait après de trouver d'autres faits expérimentaux plus précis que ce que... Voilà. Et donc il y avait effectivement une prédiction sur des corrélations beaucoup plus subtiles, sous forme de paires de cercles corrélés, enfin ce genre de choses un petit peu compliquées. Et là, il y a plusieurs équipes qui se sont mises, plutôt des équipes d'expérimentateurs, c'est-à-dire d'observateurs, pas des équipes de théoriciens, qui ont recherché ces signaux dans les données plus fines du rayonnement fossile. Ça a duré plusieurs années. Et malheureusement, pour l'instant, comment dire, la signature particulière de l'espace dodécaédrique de Poincaré n'a pas été trouvée dans les données. Donc il semblerait que le modèle précis que nous avions proposé voilà, ne soit pas finalement compatible avec les observations plus fines d'aujourd'hui. Mais ça laisse la porte ouverte à d'autres formes possibles, Exactement. à d'autres formes possibles de l'espace et d'autres topologies. Donc, ce sujet de recherche qui a continué à se développer. Moi, je suis passé à autre chose, je suis passé plutôt aux théories de gravitation quantique, mais de temps en temps, je suis un petit peu les choses. Et donc, aujourd'hui, il y a voilà, des groupes de physiciens de par le monde qui continuent à affiner toutes ces idées initiales que j'avais proposées sur la topologie cosmique, ce que j'ai appelé pour la vulgarisation de l'univers chiffonné. Voilà. D'accord. Alors, depuis tout à l'heure, on parlait un peu d'intuition. Et on a, par exemple, Platon. Alors, Platon, c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors, lui, déjà, il décrivait le démiurge qui compose l'âme du monde à partir de proportions mathématiques et harmoniques. Donc, tout à fait, oui. Oui, oui. il y avait déjà Alors aussi cette ça intuition. ouais. Alors ça vient d'abord de l'école pythagoricienne, parce que comme Platon, c'est surtout dans le Timée, hein, son ouvrage Le cosmique, Timée, ouais. Dans le Timée, voilà, c'est ça, oui. dans le Timée, en fait, il reprend les idées de l'école pythagoricienne. Je rappelle hein, que c'est l'école pythagoricienne qui commence à comprendre un petit peu la nature des sons, et notamment le fait qu'on prend une corde et qu'on la divise en deux, on double la fréquence et on obtient la même note, mais qui est située simplement à l'octave. Et puis surtout, la vraie découverte, c'est quand on prend 3 demi, on divise en 3, on a un rapport 3 demi, et on obtient un intervalle qui s'appelle la quinte. Voilà. Et l'école pythagoricienne développe après des échelles musicales qu'on a appelées les gammes, par succession, par quinte successive. Donc on part d'une note fondamentale, on prend un rapport arithmétique de 3 demi en fréquence et on obtient la quinte. Après on va répéter quinte après quinte, en chaque fois en prenant un rapport 3 demi, de 3 demi, de 3 demi, et finalement on engendre ce qu'on appelle la gamme naturelle. Ce ne sont que des fractions entre nombres entiers. 3 demi, 5 quarts, 9 huitièmes, etc., etc. Donc il y a un lien magique entre la gamme naturelle, les notes, et puis les nombres. Voilà. Bon. Alors maintenant aussi, oui. Alors alors on n'arrive jamais à boucler exactement avec des quintes successives, à retrouver la note fondamentale de départ. Ça vient d'ailleurs un petit truc mathématique. Il faudrait qu'il y ait une solution exacte à une petite équation arithmétique qui est 2 puissance p égale 3 puissance n. Il n'existe pas de solution. S'il y avait une solution, on arriverait à boucler des octaves avec des quintes. Bon, peu importe. Donc, il y a toute une histoire sur le développement de ces échelles musicales. Mais l'une des premières approximations, c'est cette note. Donc, c'est la gamme ordinaire, quand vous jouez du piano, même si le piano est un instrument tempéré, mais vous avez do, ré, mi, fa, sol, la, si. Or, 7 à l'époque, d'accord, 7, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre d'astres, enfin, de ce qu'on appelle à l'époque les planètes, les astres qui comprennent la Lune et le Soleil, qui sont considérés à l'époque comme des astres errants, et puis après les 5 planètes visibles à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et donc, l'idée, c'est ce 7 symboliquement, c'est aussi le nombre d'astres. Il y a peut-être un rapport entre la gamme, entre la musique et le cosmos. Et c'est comme ça qu'apparaissent les premiers modèles cosmologiques, le système du monde, comme on les appelle, fondés à la fois sur les nombres, la musique et les orbites supposées des planètes censées tourner autour de la Terre à l'époque. Et c'est ça que reprend Platon dans le Timée. Alors,
Il se trouve justement que je viens de terminer un très très gros ouvrage qui sera publié l'année prochaine, en 2026, qui va s'appeler Les origines du monde. C'est une vaste anthologie des récits sur l'origine donc, du monde, on appelle donc la cosmogonie. Voilà. Et donc, ça mêle à la fois des récits un petit peu mythiques selon les cultures, après les premières tentatives scientifiques, enfin rationnelles, jusqu'aux modèles les plus sophistiqués aujourd'hui de gravitation quantique, en passant d'ailleurs par aussi des cosmogonies poétiques et littéraires comme Edgar Poe, etc. Mais justement, dans la deuxième grande partie, celle qui suit la première, qui concerne les mythes et légendes des différents peuples, ben, le premier texte qui apparaît, c'est le Timée de Platon. Donc j'ai choisi justement l'extrait dans cette anthologie du Timée, où il parle de la musique. Et il faut mettre des notes, parce que quand on lit le Timée de Platon, en fait, c'est très très compliqué à comprendre. Il faut se replacer dans toutes les connaissances de l'époque et le lien qu'on faisait déjà à l'époque entre la musique, Exactement. la gamme pythagoricienne, le coma pythagoricien. Et donc, il y a des explications. C'est bourré de notes de pas de page pour essayer de faire comprendre au lecteur ce que veut dire Platon. Voilà. Et donc, il y a cette imagination géométrique chez Platon, alors musicale, parce que le platonicien. C'est-à-dire des solides de Platon. de la géométrie qui avait justement également été décrite par l'école pythagoricienne. Et donc, il sera démontré plus tard par Euclide qu'il n'y en a effectivement que 5 possibles. Hein, donc, il y a le cube, le tétraèdre, l'octaèdre, l'icosaèdre et le dodécaèdre. Et déjà, Platon, le dodécaèdre, qui est la forme la plus proche d'une sphère, c'était un petit peu l'élément, pour lui, ça représentait l'élément intermédiaire entre l'impureté terrestre, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et le feu, associés à 4 des solides platoniciens, le cube, le tétraèdre, l'icosaèdre et l'octaèdre. Le ciel, qui est le symbole de la perfection représenté par des sphères, eh bien, la meilleure approximation de la sphère, c'est le dodécaèdre. Et donc, Platon l'avait associé à ce qu'il appelait l'éther. L'éther. Et donc, voilà, ces idées vont être développées au cours. Voilà, il y a de Platon déjà aussi cette imagination géométrique pour construire le monde à partir d'archétypes de la géométrie. Et là où ce sera poussé le plus loin possible, j'ai beaucoup écrit là-dessus, ben, j'en parle du piano aux étoiles, c'est avec Kepler, évidemment. Oui, Kepler, ça va. Construire un premier modèle du système solaire à partir d'un emboîtement particulier des solides platoniciens. Et puis après, dans l'harmonie du monde, l'harmonie Sesmondi en 1619, où il découvre ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler, qui est censée être une loi dite harmonique, parce qu'il y a un rapport harmonique particulier entre les temps de révolution des planètes et puis la taille de leurs orbites. Quelque chose, une loi tout à fait extraordinaire qui est encore utilisée aujourd'hui pour mesurer des orbites de trous noirs, d'exoplanètes, etc. Voilà. Et donc, il écrit ça, il l'a décrit dans un traité à la fois d'astronomie et de musique qui s'appelle, donc Harmonie Sesmondi, l'harmonie du monde. Et il attribue à chacune des planètes un intervalle musical qui est lié en fait à la taille de son orbite, selon qu'elle est plus ou moins proche du cercle ou au contraire plus ou moins éloignée du cercle, avec une ellipse allongée. Il y a des intervalles musicaux. Et donc, ça représente un peu le point culminant de ce qu'on a appelé au cours des siècles l'harmonie des sphères, où on pensait qu'initialement, les astres tournaient en cercle, ils émettaient une seule note de musique. D'où effectivement le nombre 7 dont j'ai parlé. S'il y avait 7 astres, l'harmonie, il y avait les 7 notes de la gamme de musique naturelle. Et puis avec Kepler, ça s'est considérablement enrichi. Donc il n'y a pas une note associée à une planète, il y a tout un intervalle musical. Et donc il propose effectivement tout un système musical fondé sur les orbites des planètes. Et figurez-vous, et ça c'est pas très connu, ce système proposé par Kepler va influencer un théoricien de la musique, quelques décennies plus tard, qui s'appelle Andreas Werkmeister, un théoricien de la musique allemand, et qui va réfléchir donc, toujours sur la construction des échelles musicales, et qui va se dire à un moment, en fait, donc il va être très inspiré par les travaux de Kepler, et c'est lui qui va inventer ce qu'on appelle le tempérament égal. C'est-à-dire, comme effectivement, les instruments de musique, ne peuvent pas produire exactement.
des lois de l'acoustique. Ce ne sont que des approximations. Voilà. Et donc, Werkmeister a l'idée, par exemple, de prendre sur un clavier. À l'époque, c'était les clavecins, hein, et on commençait. Il n'y avait même pas encore les pianofortes sur le clavecin. C'est de diviser l'octave en 12 notes, la gamme en 12 notes. La gamme en 12 notes naturelles, les intervalles sont légèrement inégaux entre eux. Et donc, ça empêche la transposition. Si on veut transposer, par exemple, hein, un musicien qui veut transposer un morceau et le changer, si les intervalles ne sont pas égaux, c'est un casse-tête absolument pas ça. Donc, il a décidé de diviser en intervalles réguliers. On divise l'octave en 12 parties strictement égales. Donc, ce sont des approximations de la gamme naturelle. Et tous les pianos sont accordés comme ça. Et donc, n'oublions pas que la première grande œuvre utilisant le tempérament égal, c'est Jean-Sébastien Bach qui avait le clavecin bien tempéré, le clavier bien tempéré. Tempéré, c'est vrai. Exactement. Ce qui veut dire que finalement, le travail de Kepler, l'harmonicus mundi, va aussi avoir une influence sur tout le développement de la musique en Occident. Alors, j'ai une amie qui est compositrice, elle me dit. Oui, pardon. J'ai une amie qui est compositrice, elle me dit j'aime pas trop Bach parce qu'il écrit un peu comme un mathématicien, mais elle avait raison aussi, quelque part. Bach, il écrivait un petit peu comme un mathématicien. Enfin, ses pièces sont très structurées. Oui, bon, il y a le fameux livre là, Gödel et Scherbach, là où oui, non, il n'était pas mathématicien, mais il appliquait des règles complexes. Quand il fait des fugues à 4 voix avec des canons, etc., où il y a des canons inversés, ils peuvent évoquer les mathématiques, mais Bach, c'est pas du tout mathématique, mais quelque part, oui, dans son œuvre, voilà. Des structures. Il y a effectivement, alors on peut préférer, je comprends, on peut préférer la musique romantique, ce genre de choses. Hein. Mais bon, Bach est un géant de la musique. Alors, Bien sûr. également, figurez-vous que le traité de Kepler, il a également influencé l'architecture. Pourquoi? Parce que Kepler fait comprendre qu'en fait, que les trajets naturels, c'est plus des cercles, mais ce sont des ellipses. Et ça va avoir une influence dans l'architecture baroque, puisqu'en fait, le grand architecte italien qui s'appelle le Bernin va également lire le traité de Kepler et il va réaliser la première église avec une coupole non plus circulaire, mais avec une coupole elliptique, qui est une église qui se trouve à Rome, pour bien symboliser qu'on met dans le ciel, en fait, c'est plus les cercles parfaits tels que l'on pensait sous le dôme aristotélicien, mais on met des ellipses. Et plus tard, ça va se développer quelques décennies plus tard, notamment en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, en Bavière, où il y a plein, les églises baroques, les grandes églises baroques allemandes, ont toutes des coupoles elliptiques. C'est l'influence de Kepler. C'est magnifique en tout cas. Je veux dire, ce lien entre la musique et l'architecture, on la retrouve exactement dans la musique et aussi dans la musique baroque. Et donc, alors, pour avancer un petit peu dans l'entretien, justement, quels sont vos projets, Jean-Pierre? Alors, il y a le livre là, de Pau, enfin, qui parle du texte de Pau, qui est sorti il y a quelque temps, là, qui est en train de sortir, c'est ça? Oui, non, Et mais ensuite, ce livre sur Edgar Poe, Eureka, c'est juste une reparution en poche. En fait, le livre, j'ai écrit effectivement une présentation, une explication du texte lors de l'édition originale qui a été publiée il y a quelques années. Là, simplement, là, c'est une réédition en poche. Non, là, actuellement, donc, il y a cette énorme anthologie, donc Les origines du monde, qui va faire plus de 1000 pages, qui paraîtra donc. ah oui, Qui paraîtra l'année prochaine. Et actuellement, je travaille sur un nouveau projet, alors là, qui est complètement dans le sens de ce dont on vient de parler, surtout quand j'ai parlé des rapports entre Galilée et des artistes de son époque. Alors bon, provisoirement, ça va s'appeler Les peintres et l'univers. Alors c'est une sorte de prolongement du travail que j'avais fait autour des Nuits étoilées de Van Gogh, parce que j'ai écrit ce livre sur les Nuits étoilées de Van Gogh, où j'avais fait une analyse astronomique des peintures que Van Gogh avait faites du ciel étoilé en Provence. Et puis là, ça fait des années en fait que je collecte, que je mets comme ça dans les archives personnelles, des œuvres d'art inspirées effectivement par le cosmos. Et donc là, je fais une sélection de 40. Alors ça commence directement avec
la tapisserie de Bayeux, la fameuse tapisserie de avec le détail de la tapisserie où l'on voit une comète. En fait, c'est la comète qui sera plus tard appelée la comète de Halley. Donc, c'est un premier élément Oui, astronomique, etc. Et je finirai avec des œuvres de grands artistes contemporains comme Anselm Kiefer, mais en passant par le décodage. Donc, chaque œuvre, elle va être décodée, replacée dans le contexte des connaissances astronomiques de l'époque, quelle influence il y a eu ou pas, etc. Donc, c'est pour ça que quand j'ai parlé tout à l'heure de l'annonciation, de l'Assomption de la Vierge, par Tigoli, qui place la Vierge sur la Lune. la Lune pleine par Galilée, ça fait partie évidemment voilà, ça fera partie de ce livre-là. Et c'est comme ça que chaque tableau va être analysé, décodé, mis en rapport avec d'autres œuvres comparables, etc. Et on va bien voir certaines influences de l'astronomie sur comment elles sont incorporées dans l'art, mais aussi parfois de façon très très abstraite. Hein. On prend un tableau de Kandinsky ou les constellations de Miro, visuellement, il n'y a plus aucun rapport visible avec le ciel, mais derrière, il y a quand même toujours Une idée. l'imaginaire créatif de l'artiste qui va puiser quelque part son inspiration et son imaginaire dans des données, des données de la science, sans forcément d'ailleurs s'y intéresser vraisemblablement. Et là, on retombe sur le fait que parfois l'intuition de l'artiste va effectivement trouver des choses intéressantes, des éléments du cosmos qu'indépendamment la science peut traiter à sa façon. Voilà, donc voilà, c'est ce sur quoi je travaille, entre autres, en ce moment. En ce moment. Bon, en tout cas, c'est super projet, hein. On essaiera de reléguer un petit peu ça lorsque ça sortira au niveau de l'ouvrage, hein, Oui, qui oui, tout sortira à fait. l'année prochaine. Alors, juste une dernière question, parce que bon, je suis sûr que les auditeurs qui nous écoutent vont me dire, mais tu vas pas parler de pan, tu vas pas parler de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ouais. Alors, juste une question d'actualité. En ce moment, on parle beaucoup de cette fameuse objet interstellaire 3I Atlas. Alors, il y a eu un pataquès pas possible à partir de cet objet. Alors, même certains scientifiques ont émis ce jeu d'idées que ça aurait pu être un objet qui vienne d'une civilisation extraterrestre. Oui, Et actuellement, je pense que c'est la pilote de Harvard qui émet oui, tout à l'hypothèse fait. que l'objet émet sa propre lumière et qui peut-être serait alimenté par une sorte de propulsion nucléaire. Alors, moi, j'ai mon opinion là-dessus, hein, mais je dis que ça, c'est, à mon avis, une extrapolation très, très large et assez, pas dangereuse, mais assez, comment dire, fantaisiste, on pourrait dire, hein, pour plusieurs raisons. Parce que moi, j'ai fait le calcul en prenant le fait qu'elle va à peu près à 130 miles par heure, c'est-à-dire 53 km par seconde, on pourrait dire. Il aurait fallu, si elle partait de l'étoile la plus proche, enfin de l'exoplanète la plus proche, c'est-à-dire Proxima b, à peu près 22 000 ans pour arriver jusqu'ici. Ouais. Et même avec une propulsion nucléaire, après, il faut freiner, parce qu'on n'arrive pas comme ça Oui, oui, bien dans un sûr. système. Et donc, à mon avis, tout ça, ça ne tient pas forcément la route, quoi. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ça, Jean-Pierre, en tant Absolument. qu'astrophysicien? Tout à fait en parler. Je rappelle d'abord que le premier objet interstellaire faisant irruption dans le système solaire, parce que jusqu'à ces quelques dernières années, on pensait que tous les objets du système solaire, les comètes, les astéroïdes, etc., avaient leur origine dans le système solaire, hein, notamment dans ce qu'on appelle le nuage de Oort, qui serait le réservoir lointain de comètes, mais lié gravitationnellement au Soleil. Or, il y a quelques années, il y a un premier objet qui apparaît, qui s'appelle Oumuamua, qui arrive dans le système solaire avec une trajectoire qui laisse soupçonner fortement que ça ne vient pas du système solaire. Parce qu'en fait, quand on a une trajectoire, on mesure les éléments de l'orbite, et puis ce qu'on appelle les trajectoires dites hyperboliques, ça veut dire qu'elles viennent d'ailleurs du système solaire. Sinon, dans le système solaire, elles sont soit elliptiques ou soit très proches de paraboles. Mais il n'y a pas de... Voilà. Et donc, notamment des objets à grande vitesse. Alors, en fait, pour celui dont vous parlez, c'est 90 km par seconde. Hein, c'est très supérieur. D'accord. Normal, donc, ce sont des orbites hyperboliques. Donc, ça vient. Alors, donc, le premier, ça a été cet objet Oumuamua.
donc qui était tout à fait inattendu. Et ça a été une découverte vachement intéressante, évidemment, d'observer pour la première fois un objet arrivant dans le système solaire qui le traverse, puis après il est reparti. Et déjà, donc, cet astrophysicien de Harvard, très brillant astrophysicien, parce que bon, il a été contesté, enfin je vais en parler, qui s'appelle donc Avi Loeb. D'ailleurs, c'est Avi Loeb qui, donc il était à Harvard Université. Lorsque la première image télescopique, je vais faire une petite parenthèse, lorsque la première image télescopique de trou noir a été obtenue par l'Event Horizon Telescope en 2019, image qui confirmait les premières simulations numériques que j'avais faites 40 années auparavant, j'ai été invité à Harvard pour parler de mon travail. Et c'est Avi Loeb qui m'avait reçu. Et Avi Loeb lui-même, il a fait des travaux, avant de commencer à faire des travaux jugés fantaisistes sur les objets interstellaires, il a fait des travaux extrêmement pointus, dont nombre d'entre eux d'ailleurs sur des sujets voisins, notamment la rupture d'étoiles par les forces de marée de trous noirs, tout un ensemble de choses. Donc, c'est un bon astrophysicien extrêmement brillant, mais justement tellement brillant qu'il a des idées originales et plus originales que la plupart des gens. Donc, Avi Loeb, j'ai eu un très très bon contact avec lui. Et à l'époque du Muamua, il a effectivement émis l'hypothèse, mais c'était juste une hypothèse de travail pour dire il faut sortir des sentiers battus, il faut ouvrir de nouvelles idées, et si ça ne marche pas, tant pis, on a au moins réfléchi. Donc, il a commencé à proposer qu'au Muamua, c'était peut-être effectivement un vaisseau spatial, tout un ensemble de choses, mais ce n'était pas gratuit. Il y avait des articles relativement techniques qui donnaient certains éléments possibles, ceci, cela, etc. Bon, il n'y croyait pas vraiment, je le sais, après j'ai beaucoup échangé avec lui, parce qu'il a tellement été attaqué par la communauté qu'à un moment, je lui ai écrit un petit mot, j'ai écrit Avi, je trouve qu'il s'exagère un petit peu, et il me dit, mais oui, mais moi je fais ça pour dire qu'aujourd'hui, la recherche scientifique, elle est trop canalisée dans une orthodoxie, il faut ouvrir. Voilà, ce que je propose, c'est pas que j'y crois totalement, mais ça invite à réfléchir, notamment pour les jeunes. Bon, bref. Quelques années plus tard, il y a un deuxième objet interstellaire qui est arrivé dans le système solaire. C'est une comète, elle s'appelle Borisov. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, dans l'un de mes livres récents qui s'appelle Corps célestes insolites, que j'ai publié au mois d'avril. Il y a 150 entrées. Sur les 2 entrées, il y en a une sur Oumuamua et il y en a une sur cette comète qui s'appelle Borisov. En revanche, il n'y en a pas une, évidemment, sur celle qui vient d'arriver, parce qu'elle est arrivée après la publication de mon livre. Donc, bref, on en arrive maintenant à 3i Atlas, un objet donc, qui arrive dans le système solaire avec cette vitesse incroyable, une orbite hyperbolique. Donc, c'est aussi là. Qu'est-ce qu'a fait Avi Loeb avec quelques collaborations? Il a repris l'hypothèse que ça pourrait être, en analysant les caractéristiques un petit peu étranges de cet objet. Il a émis l'hypothèse, mais en disant vraiment que c'était une hypothèse de travail très, très vraisemblable, parce que j'ai lu l'article. Il a écrit plusieurs articles. Il est clairement une hypothèse de travail qui est assez fantaisiste, mais ça vaut quand même la peine d'y réfléchir et d'y penser. Parce que même s'il y a une chance sur 1000 pour que ce soit, si c'était ça, ce serait un truc, une découverte absolument phénoménale. Alors évidemment, comme c'est pas orthodoxe du tout, il est vilipendé, il est par toute la communauté scientifique, il est à la retraite de charlatan, alors que c'est quelqu'un extrêmement imaginatif. Évidemment, je ne crois pas non plus que 3i Atlas soit effectivement un vaisseau extraterrestre. Voilà. Mais je soutiens la possibilité d'émettre, qu'on puisse émettre l'hypothèse et de donner des arguments et des contre-arguments, plutôt que de demander tout de suite. Voilà. Alors, Avi Loeb l'avait précisé que c'est un exercice de pensée. Hein, il avait déjà, dans son article, il dit ça. De penser. Le problème, c'est que la communauté, on va dire, médiatique s'en est emparée et s'est enflammée tout de suite. Donc, oui, voilà, exactement. Comme toujours. Oui. Voilà, quoi. Là, en tout cas, voilà. Il y a vraiment dans l'esprit, dans la tête des vrais scientifiques, quand on fait de la communication scientifique, après. Ça part loin, quoi. Ouais, ça part très loin. En tout cas, Jean-Pierre, c'était vraiment un plaisir de faire cette entrevue avec vous. Alors moi, j'ai aussi appris beaucoup de choses en même temps, donc je suis ravi. J'adore apprendre des nouvelles choses, donc c'était aussi le but. Alors j'espère que ceux qui nous ont écoutés ont aussi appris beaucoup de choses. Et en tout cas, voilà. On va poser aussi ces questions un petit peu qui sortent
qui sortent un petit peu l'ordinaire. du habituel, comme on pose toujours sur les trous noirs, sur ceci, sur cela. J'aime beaucoup, évidemment, parler aussi de ça, mais là, voilà, parler aussi de musique, de l'influence, des rapports entre l'art et la science, ce sont toujours des questions, pour moi aussi, Alors, fondamentales. Voilà. alors c'est pour ça que moi je voulais faire cette interview, parce que bon, je voulais aussi vous poser des questions sur la vulgarisation sur Interstellar, que j'ai beaucoup aimé votre alors, j'adore ce film aussi, donc forcément ça m'a beaucoup parlé, hein. Mais bon, je pense que vous avez fait assez d'émissions dans ce sens-là sur pas mal de plateformes. Sur ma chaîne YouTube où je parle effectivement de mon livre d'Interstellar, tout ça. Ouais. Donc les auditeurs, D'accord. ils peuvent directement aller sur ma chaîne On YouTube. mettra, oui. Ouais. On mettra le lien de votre chaîne. Bon, en tout cas, il y aura un article qui sera inspiré de cette conférence, et donc on partagera en même temps que la vidéo, forcément. Entendu. D'accord. Voilà. Et en vous remerciant beaucoup, encore une fois, de votre participation, et puis en vous disant merci et à bientôt, Jean-Pierre. Merci.